Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire de présentation du groupe Figea Cairo, tenu à l'occasion du Forum investisseur TPI Cap et à destination des actionnaires individuels. Pour ceux et celles qui ne le savent pas, le groupe Figea Cairo est un partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique. Je suis en présence de Simon Derban, Head of Investor Relations de la société. Bonjour monsieur. Bonjour Mathilde. Donc avant de vous laisser la parole pour nous présenter votre société, sachez qu'à l'issue de la présentation, monsieur Derban se tiendra à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Pour ce faire, je vous invite à les poser par écrit via l'onglet questions en bas à droite de votre écran et je laisse à présent la parole à monsieur Derman. Merci Mathilde, merci à Newcap pour cette opportunité de nous exprimer devant les actionnaires individuels. Et puis encore merci à la société TPIK pour cette belle conférence sur laquelle on est ici donc pour rencontrer la grande majorité de nos actionnaires et les grands investisseurs potentiels sur l'aéronautique et la défense française qui sont voilà qui est représentés par Figeac Aero aujourd'hui. Donc voilà, on est ravis d'être ici en tout cas. Je sais qu'on a assez peu de temps, donc je vais essayer d'être le plus, je dirais, court possible. Et je vais vous proposer tout simplement de présenter très très rapidement le groupe dans les grandes lignes, mais surtout de vous expliquer le dossier d'investissement qui est représenté par Figeac Aero. Vous savez que nous sommes un leader mondial dans la production de pièces métalliques, et nous faisons des pièces métalliques en fait pour tout ce qui va voler. C'est quelque chose qui est notre spécialité. Nous sommes un partenaire critique pour les principaux constructeurs aéronautiques, notamment Airbus, Boeing, Safran, nous avons pour cela développé une production à travers le monde entier, essentiellement en France, puisque c'est historiquement où nous sommes présents, dans la ville de Figeac, où nous avons notre site historique le plus important, mais également en Afrique du Nord, où nous avons quasiment la moitié de nos effectifs. Nous sommes un groupe donc, de 3500 salariés au global, et en dehors de la présence France et Maghreb, nous avons également une installation en Amérique du Nord, principalement aux US, dans le Kansas, à Wichita, et avec la contrepartie low cost au Mexique. Notre parc de machines nous permet effectivement de proposer à nos clients l'ensemble des solutions industrielles les plus pertinentes, aussi bien en volume qu'en qualité, car comme vous le savez, c'est très très important dans cette industrie-là. Je le disais, nous avons une logique et un positionnement de one-stop shop pour tout ce qui est métallique et qui peut être amené à voler. Donc, nous allons depuis le sourcing de matières premières métalliques jusqu'à son assemblage dans des plus gros sous-ensembles, ainsi que le contrôle de qualité, le traitement de surface, que ce soit de la peinture ou des traitements chimiques de ces pièces au regard des contraintes mécaniques qui vont leur être demandées lors de l'utilisation dans les appareils. Et évidemment, le cœur de notre métier, le travail du métal. Vous trouvez nos pièces un petit peu partout sur l'avion, je le disais, tout ce qui est métallique et qui vole. Aluminium essentiellement, du titane également, et dans une moindre mesure, de l'acier et certains alliages de spécialité. Nous faisons partie des fournisseurs stratégiques de l'ensemble des gros acteurs de la chaîne de valeur aéronautique. Nous travaillons aussi bien directement pour ce que nous appelons les OEM, les constructeurs, mais nous travaillons également aussi indirectement pour eux au travers de ce qu'on va appeler les systémiers, aussi bien les motoristes, les fabricants de systèmes spécialisés comme les trains d'atterrissage, les nacelles, etc., etc., tout aussi bien que certaines sociétés spécialisées qui assemblent en fait les pièces ensemble et qui les assemblent sous forme de tronçons complets d'appareils qui seront envoyés pour l'assemblage final chez Airbus ou Boeing notamment. Nos principales positions sont dans les appareils commerciaux, l'A350 bien sûr, le gros porteur Airbus, et l'A320, l'appareil le plus vendu au monde. Et nous avons également une exposition importante sur le Boeing 737 MAX, principalement au travers de sa motorisation, le LEAP 1B. Nous travaillons également sur tout ce qui est jet d'affaires, le militaire, ainsi que les hélicoptères, mais avec une prédominance dans le civil. Sur la partie défense, justement, qui est un aspect de notre croissance actuellement,
principalement, une position, dans l'aéro sur, le Rafale et son moteur, le M88 et la 400M, et sur la partie non aéro, essentiellement sur les blindés légers et certains équipements que vous retrouverez aussi bien dans le terrestre, l'aérien et le naval. Au global, la défense aujourd'hui ne représente pourtant que 6% de notre chiffre d'affaires annuel. Cependant, nous attendons à ce que d'ici 2028, cette contribution augmente aux alentours de 10%, et ce, notamment en regard du renforcement des capacités de défense européennes. En termes d'historique également, vous devez comprendre quelque chose, c'est que Figeac Aéro a une histoire. La société a été créée en 1989 et nous avons connu une croissance extrêmement forte avant Covid, puisque dans la décennie avant Covid, nous avons multiplié par 9 notre chiffre d'affaires pour passer de 50 millions en mars 2010 à 450 millions quasiment en mars 2020, juste avant la crise du Covid, qui nous a effectivement durement touchés. Pendant cette période-là, nous avions investi très très lourdement pour répondre à une croissance très très forte du chiffre d'affaires et des besoins de nos clients. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, car nous n'avons jamais vraiment arrêté d'investir, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de bénéficier d'un outil industriel capacitaire et qui nous permet d'accompagner les hausses de cadence qui sont désormais demandées par nos clients. Donc pour revenir sur le Covid, nous avons vu une période effectivement très difficile qui nous a amené à une restructuration de la dette en 2022. Et dès à présent, nous avions fait cette promesse de revenir d'ici à mars 2025 sur les niveaux d'avant Covid. Alors aujourd'hui, c'est une promesse qui est quasiment tenue, puisqu'en chiffre d'affaires, nous y sommes, et nous publierons d'ici un mois nos résultats annuels, et nous avons d'ores et déjà confirmé que nous serions au rendez-vous donc de l'ensemble de nos objectifs financiers pour la 4e fois consécutive. À moyen terme, nous avons lancé en janvier 2024 un nouveau plan stratégique qui s'appelle Pilote 28 et qui vise donc une croissance plus forte que celle du marché en termes du chiffre d'affaires, mais pour autant beaucoup plus modérée qu'auparavant. Et surtout, c'est le plus important, une optimisation de notre performance financière pour permettre l'accélération du désendettement du groupe, qui est un point particulièrement important. Donc ça, c'est pour vous expliquer un petit peu qui nous sommes vraiment dans les grandes lignes. Et si vous le voulez bien, je vais passer d'ores et déjà à vraiment une vision du dossier d'investissement à proprement parler. Donc, j'en ai parlé un petit peu. Le premier point, c'est que Figeac Aéro délivre année après année sur l'ensemble de ses objectifs financiers. Et pourquoi est-ce qu'on y arrive justement? Tout d'abord, au début de tout ça, c'est un marché qui est extrêmement dynamique, le marché du transport aérien. Le trafic aérien, c'est le premier indicateur que vous devez regarder. C'est un marché qui est extrêmement résilient historiquement et qui est soutenu par des fortes tendances lourdes, notamment avec l'émergence d'une classe moyenne dans des pays fortement peuplés comme la Chine, le sud-est asiatique et bien entendu l'Inde et demain certainement l'Afrique. C'est ce qui pousse le trafic aérien et c'est ce qui pousse la demande de nouveaux appareils. Airbus et Boeing entrevoient une demande de nouveaux appareils dans les 20 prochaines années entre 42 et 44 000 appareils commerciaux, c'est-à-dire des appareils de plus de 100 places. C'est ce qui a mené cette forte croissance du trafic aérien, c'est ce qui a mené les carnets de commandes de Airbus et Boeing à des niveaux tout à fait records qui aujourd'hui se situent pour les appareils commerciaux civils au-delà de 15 100 appareils lorsque vous combinez Airbus et Boeing. Et ça, par rapport aux livraisons 2024, ça représente plus de 13 années de production. Donc, comme vous pouvez le constater, Figeac Aéro est très bien positionné sur ce marché-là, avec son positionnement de one-stop shop et sa présence industrielle à l'échelle mondiale. Et ça nous permet aujourd'hui d'être très bien positionnés sur les principaux programmes aéronautiques mondiaux et qui vont donc nous permettre de bénéficier de cette croissance du marché. Grâce à une bonne exécution, comme on a pu le démontrer ces dernières années, nous continuons à délivrer et nous continuerons à délivrer à l'occasion du plan Pilote 28 une croissance rentable et l'optimisation de notre performance financière. Deux points qui sont très très importants aussi et que nous adressons
en plus de fondamentaux qui sont en amélioration continue, sont les 2 points qui sont, je dirais les 2 premiers points bloquants pour nos actionnaires et notamment nos actionnaires professionnels, les grands gérants de fonds internationaux. Tout d'abord, l'accélération de notre désendettement. Nous le faisons effectivement au travers de nos fondamentaux et de l'amélioration pardon, de, notre génération de trésorerie libre, les free cash flow en anglais. Grâce à cela, nous sommes aujourd'hui en capacité de réduire, la dette du groupe. En mars 24, notre levier financier, donc un indicateur d'endettement, était encore à 5,5. En mars 25, il sera de 4 et nous pensons en mars 26 enfoncer à la baisse le niveau de levier financier de 3, ce qui nous ramènera, dans une situation, d'endettement tout à fait normative, et donc nous faire sortir entre guillemets de la case des sociétés lourdement endettées, ce qui évidemment est un point particulier et qui viendra, libérer aussi, la valorisation de la société Figeac Aéro sur le marché. Un autre point qui est important, peut-être un peu moins pour les actionnaires individuels, mais qui est très important pour nos actionnaires internationaux, dits professionnels, c'est la liquidité du titre. En effet, avec le fort regain d'intérêt que nous avons vu sur le titre, ainsi que, je dirais, l'amélioration du flottant, ces dernières semaines, nous ont permis d'augmenter largement la liquidité du titre Figeac Aéro. Lorsqu'en 2024, nous avions une liquidité aux alentours de 50 000 euros pardon, chaque jour. Aujourd'hui, nous avons multiplié cette liquidité par 5 depuis le 1er janvier 2025, ce qui nous permet aujourd'hui d'intéresser de plus en plus d'investisseurs et qui ont parfois des moyens encore plus importants et qui vont donc pouvoir participer aussi à cette belle aventure qu'est Figeac Aéro. En plus de ces fondamentaux en amélioration continue et du fait que nous adressons, les points les plus «noirs» entre guillemets du dossier d'investissement de Figeac Aéro, nous bénéficions également ces derniers temps, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je vous en laisserai juge, mais nous avons un momentum encore plus fort grâce notamment à notre exposition défense. Donc vous l'avez compris, l'Europe cherche à renforcer ses capacités, de défense et de production militaire et ça, Figeac Aéro, comme j'ai pu vous l'expliquer, est très bien positionné sur l'ensemble des programmes clés de la défense européenne et devrait donc normalement, profiter largement, de, ce programme de réarmement européen en cours de déploiement. Et enfin, ça ne vous a probablement pas échappé, la situation, capitalistique de Figeac Aéro est assez particulière et nous avons un président fondateur, monsieur Maillard, qui a indiqué effectivement, de par son âge, souhaiter à un moment ou un autre, sortir et réaliser son investissement. Nos actionnaires de référence également à côté, pour certains seront également très probablement vendeurs avec lui et donc nous pouvons imaginer que dans les prochaines années et ce, très probablement à l'horizon du plan pilote 28, nous envisageons effectivement la possibilité, que le groupe se vende, à, un acteur français, européen ou étranger en fonction des besoins et ce, permettant alors à nos actionnaires et nos parties prenantes, eh bien, de réaliser également leur investissement avec nous. Voilà, donc vous l'avez compris, je n'irai pas plus loin sur la présentation, mais nous bénéficions aujourd'hui d'une situation fondamentale extrêmement favorable, avec une visibilité commerciale extrêmement forte qu'on ne retrouve quasiment dans aucune autre industrie et qui va nous permettre de continuer à délivrer la croissance rentable que vous espérez et l'optimisation de la performance financière qui va nous permettre alors de désendetter la société et de libérer totalement sa valeur en bourse pour l'ensemble de nos actionnaires. Voilà. Mathilde, je m'arrête ici. J'espère que je n'ai pas été trop rapide ou trop lent. C'était parfait. Euh, Non, non, le et timing est parfait. Merci beaucoup, d'ailleurs pour cette, présentation qui était très claire et puis pour en termes de timing, c'est parfait parce que nous avons maintenant une quinzaine de minutes pour répondre aux questions des actionnaires. D'ailleurs, je vous rappelle que vous pouvez les poser par écrit via l'onglet «Questions» en bas à droite de votre écran et nous avons déjà des premières questions. La première, c'est: est-ce que Figeac est-il bien placé pour tenir ses objectifs de free cash flow en 2026, en 2027 et en 2028?
Merci Mathilde pour cette question. Nous n'avons pas encore donné d'objectif pour mars 2026. Cela viendra avec nos résultats annuels qui seront publiés à la mi-juin, le 10 juin pour être exact. En revanche, effectivement, si l'on prend nos objectifs à moyen terme de mars 28, ils sont les suivants. Nous envisageons une croissance du chiffre d'affaires qui dépassera les 600 millions d'euros, sachant qu'à mars 2025, nous étions à 432 millions. Donc cela représente une croissance, je dirais, à deux chiffres. Et c'est aussi un chiffre d'affaires qui sera près d'un tiers supérieur au plus haut historique de mars 2020 de 450 millions d'euros. Donc c'est évidemment là aussi important de voir la croissance de la base de chiffre d'affaires et je dirais la consolidation du rôle de leader de la sous-traitance mondiale aéronautique de Figeac Aéro. Le deuxième objectif, et c'est l'un des plus importants aussi, c'est la rentabilité, bien sûr. Nous sommes un groupe endetté et nous visons notre désendettement, donc la rentabilité est tout à fait importante. Pour cela, nous visons au-delà des 100 millions d'euros d'EBITDA courant à l'horizon de mars 28 et au travers de ce que nous avons d'ores et déjà réalisé et ce que nous comptons faire dans les prochains exercices, nous avons un degré de confiance très fort là-dedans. Et c'est l'un des points particuliers qui va nous permettre également, ce faisant, d'augmenter la génération de cash de Figeac Aéro. À ce titre, en mars 28, nous visons plus de 60 millions d'euros à comparer à un objectif que nous avons à mars 25 entre 30 et 35 millions d'euros. Donc on est grosso modo sur un doublement de la génération de cash d'ici à mars 28. Donc ce qui nous rend, je dirais, assez confiants finalement, c'est que c'est tout simplement que nos fondamentaux sont toujours aussi forts et que commercialement, nous continuons à aller chercher des nouvelles affaires et nous continuons à déployer notre plan Pilote 28, je dirais, en ligne avec les attentes. Et donc, à ce stade, mis à part les quelques perturbations à court terme que nous voyons avec l'inflation, les tensions sur la chaîne de valeur ou encore dernièrement les droits de douane US. Tout ça, ce sont des sujets à court terme que Figeac Aéro va gérer, mais qui ne remettent aucunement en cause la visibilité de l'industrie aéronautique dans sa globalité. Et pas non plus la position de Figeac Aéro au sein de cette chaîne de valeur. Et donc c'est pour ça que nous sommes particulièrement confiants sur l'atteinte de ces objectifs. Alors j'en profite parce que justement, on a une question sur l'administration Trump, justement. Et quelles sont les conséquences des droits de douane imposés par l'administration Trump? Est-ce que vous avez eu des conséquences sur vos activités? Merci pour cette question. Effectivement, c'est une question qui est largement discutée aujourd'hui avec nos actionnaires individuels comme institutionnels. Nous avons pu travailler en interne pour regarder un petit peu et faire le point là-dessus. Nous ne comptons que autour de 6% de notre chiffre d'affaires en termes de flux depuis l'Europe et le Mexique notamment vers les États-Unis. La plus grosse partie de ces flux-là viennent essentiellement de l'Europe et viennent de trois affaires particulières que nous avons pu d'ores et déjà identifier. Alors évidemment, je ne rentrerai pas forcément dans le détail de ces affaires-là. Alors peut-être que je peux prendre si je retrouve, voilà, je vais vous donner un support qui va nous aider à mieux comprendre. Nous avons un certain nombre de packages de pièces que nous produisons en Europe, notamment pour l'A350, des pièces que nous allons livrer en Caroline du Nord aux États-Unis, et également certaines pièces de nacelle, notamment pour l'A320 et sa motorisation Pratt & Whitney. Ces pièces sont livrées aux États-Unis, donc depuis l'Europe, et donc pourraient tomber entre guillemets sous le coup de droits de douane américains. En revanche, il faut comprendre que l'ensemble de ces packages de pièces et l'écrasante majorité de ces productions-là arrivent aux États-Unis pour ensuite être presque à 100% réexportés. Lorsque vous prenez le gros porteur A350, il n'y a pas de ligne d'assemblage finale de l'A350 aux États-Unis. Elle n'existe qu'en Europe. Autrement dit, l'intégralité de ces productions-là rentre aux États-Unis pour en ressortir. De ce point de vue-là,
Il existe un certain nombre de mécanismes, je ne rentrerai pas dans le détail pour ne pas vous ennuyer avec ça, mais ces mécanismes vont permettre à l'importateur, qui est la plupart du temps celui qui va devoir payer les droits de douane, donc pas forcément Figeac Aéro, vous l'avez compris, l'importateur pourra de toute façon se faire rembourser ses droits de douane éventuellement payés au moment du réexport des pièces. Donc, il n'y a pas d'impact direct pour Figeac Aéro n'étant pas l'importateur, et nous ne nous attendons pas à un impact important pour l'importateur non plus. D'autres productions, comme par exemple certains longerons d'ailes que nous faisons sur des jets d'affaires pour la société Gulfstream, nous livrons ça aussi aux États-Unis depuis la France. Or, sur cette production-là, qui n'est que toute petite en termes de flux, puisqu'on parle de 3 millions de dollars annuels, mais malgré tout, ça pourrait être là aussi traité avec les droits de douane US. La bonne nouvelle pour nous, c'est que notre filiale aux États-Unis dispose des machines et du savoir-faire spécialisé sur ce type de pièces là aussi. Autrement dit, nous avons un très fort potentiel ici pour pouvoir relocaliser, si cela est nécessaire, la production aux États-Unis. Et d'une façon large, sur d'autres pièces aussi, c'est envisageable de relocaliser lorsque cela est pertinent et nécessaire. D'autres flux également arrivent du Mexique, mais ne devraient pas impacter non plus, puisque là aussi, nous travaillons dans des termes contractuels selon lesquels c'est l'importateur qui paiera les tarifs de douane. Maintenant, nous avons de toute façon initié des discussions avec l'ensemble des clients concernés sur ces problèmes-là, de façon à pouvoir travailler avec eux et prendre toutes les mesures nécessaires, tant pour profiter d'exemptions, si cela est possible, ou, le cas échéant, si Figeac Aéro devait payer certains droits de douane, négocier avec nos clients pour les compenser. De toute façon, je crois que les gens comprennent très très bien que l'industrie aéronautique est totalement globalisée. Il n'y a aucune possibilité aujourd'hui pour des Américains de dire nous allons bâtir un avion américain avec des pièces strictement américaines et des matières premières strictement américaines. Ça n'est absolument pas possible. Vouloir changer significativement ces chaînes de production pourrait prendre 5, 10, 15 ans peut-être, étant donné les cycles commerciaux et technologiques de l'industrie aéronautique. Autrement dit, il est tout à fait, je dirais, illusoire de penser qu'il peut y avoir des changements très significatifs à court terme sur les chaînes de production aéronautique. Et c'est pour ces raisons-là que nous pensons que de toute façon, si les droits de douane devaient subsister, et nous n'en sommes pas encore sûrs, il y a très probablement de bonnes raisons de penser que, in fine, ce seraient uniquement les compagnies aériennes américaines qui finiraient par devoir payer ce prix-là, et ce qui se traduirait simplement par une inflation du prix des billets. Ce qui, évidemment, ne sera pas du tout à l'avantage des sociétés américaines ou des consommateurs américains. Donc, d'une façon générale, nous ne pensons pas que les tarifs douaniers auront un impact à long terme sur l'industrie. Et je dirais que s'ils sont amenés à subsister, et je dis bien si, ils pourraient avoir un impact à long terme plutôt bénéfique pour Figeac Aéro, puisque lorsque les Américains se comportent ainsi avec l'ensemble des pays du monde, eh bien malheureusement, il est tout à fait possible que les pays du monde imposent eux-mêmes des droits de douane pour se venger, entre guillemets, et imposent eux-mêmes des droits de douane, ce qui, in fine, nous favorisera, puisque cela favorisera largement l'industrie aéronautique et défense européenne, avec lesquelles nous avons évidemment un biais commercial important. Voilà. Merci beaucoup. C'était très clair. Merci pour votre réponse. Alors là, je vais combiner en fait 2 questions qui concernent le secteur de la défense. La première, c'est est-ce que Figeac peut-il accélérer plus fortement que 10 de son chiffre d'affaires dans la défense? Et une autre question, c'est quelles sont les perspectives de développement à court terme? Devez-vous investir dans de nouveaux process de fabrication, de nouvelles machines pour répondre aux spécifications militaires? Alors, merci pour cette question. C'est un point effectivement très important pour nous, puisque la défense est un de nos axes de croissance du plan Pilote 28. Aujourd'hui, comme je le disais en préambule, nous disposons d'un outil industriel qui est capacitaire. Nous estimons ce taux de charge aux alentours de 80%, ce qui veut dire que nous avons encore de la marge pour répondre à la hausse de la demande. Pour ce qui est de la défense,
Vous l'avez compris, au global, nous visons une croissance du chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 12 à 13 par an, dans le cadre du plan Pilote 28. À l'intérieur de cet objectif-là, vous avez, le civil qui va compter pour environ 10, un petit peu plus de 10, et vous avez la défense, sur lesquelles justement, dans l'état actuel des choses, nous avons des perspectives de croissance qui dépassent les 20 par an. Pour quelles raisons est-ce que, nous avons ces perspectives-là? Eh bien, effectivement, comme vous l'avez vu et comme j'ai pu en parler, en préambule, nous avons une position importante sur des programmes qui sont tout à fait clés, au renforcement des capacités de défense. Donc aussi bien côté aéro sur, des programmes, je dirais, importants comme le Rafale et son moteur, le M88, mais également sur l'avion de transport lourd, l'A400M, qui est, pour ainsi dire, la seule option, de matériel européen, en matière de transport militaire. Évidemment, je vais passer rapidement sur tout ce qui est, version militarisée des hélicoptères que nous avons avec Airbus également. Et sur la partie non aéro, là aussi, nous voyons des perspectives de croissance, tout à fait, significatives, sur tout ce qui est blindé terrestre et blindé lourd, puisque nous avons des contrats en cours avec, la société KNDS qui développe l'ensemble de ces programmes-là et qui est un acteur majeur, de la défense européenne. Et nous travaillons également avec, Safran Electronics and Defense, ainsi que la société Thales, sur tout ce qui va être, des équipements, militaires, notamment d'optronique, que l'on va retrouver aussi bien dans les systèmes terrestres, aériens et navals. Nous avons également, des discussions en cours avec, d'autres segments, de la défense, notamment les munitions. Alors quand on parle de munitions, on va parler essentiellement, de systèmes de missiles chez nous, ainsi qu'avec certains programmes, de drones qui ont pris une part importante également sur les zones de combat. Nous disposons aujourd'hui, d'ores et déjà des relationnels avec les clients, les grands acteurs du secteur qui sont souvent, les mêmes acteurs que dans le civil. On parle d'Airbus bien sûr, mais on parle également de Safran bien sûr, et nous avons d'ores et déjà, des bonnes relations avec Thales également. Donc nous allons, profiter de ces positions-là et c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher une bien meilleure croissance donc dans la défense, quasiment 2 fois plus vite, que dans le civil à l'horizon 2028. Ça va se traduire par une part aux alentours de 6 du chiffre d'affaires qui, je le répète, approchera les 10 du chiffre d'affaires à mars 28. Ceci étant, dit, considérant le fait que dans le civil aussi, nous aurons une très belle courbe de croissance là aussi. Merci beaucoup, Simon. Alors, on a plusieurs questions encore. Je vais en poser une toute dernière parce qu'on arrive à la fin de l'événement, mais je rappelle aux personnes qui participent, qui peuvent poser leurs questions par écrit. On pourra tâcher de leur répondre par écrit à l'issue du webinaire, bien sûr. Alors, une dernière question, qu'en est-il des discussions avec l'investisseur indien? Alors, effectivement, c'est un autre sujet qui est, passablement discuté aujourd'hui, vous l'imaginez bien. Aujourd'hui, ce que naturellement sur ce type de sujet, vous pensez bien que je ne pourrais pas forcément rentrer dans le meilleur des détails, donc je serais un petit peu obligé sur ces sujets-là de m'en tenir à ce que nous avons dit officiellement. Heu, des discussions sont effectivement en cours avec un partenaire indien, mais je tiens à préciser que tout d'abord, il s'agit de discussions tout à fait préliminaires. Autrement dit, nous ne sommes pas en mesure de donner un quelconque, je dirais, comment dire? Une quelconque garantie de bonne fin de ces discussions ou même, qu'elles aboutissent à quelque chose. Et ça, c'est notre position officielle, notamment depuis que ces discussions ont été révélées dans la presse. Bon. Cependant, je veux attirer l'attention de tout le monde sur le fait que, un partenaire indien, peut avoir de l'intérêt puisque l'Inde est le premier acheteur d'appareils civils au monde, est également, le premier acheteur, enfin parmi les premiers acheteurs de matériel militaire également. L'Inde a donc, un intérêt particulier aussi puisque, les sociétés indiennes sont désireuses de développer une chaîne de valeur aéronautique dans leur pays, sont donc désireux aussi, d'aller chercher des portefeuilles clients, du savoir-faire, et des positions d'ores et déjà établies, dans l'aéronautique européenne.
Donc c'est quelque chose pour lesquels on peut tout à fait comprendre leur intérêt. En revanche, vous avez compris que, les fondamentaux de Figeac Aéro sont extrêmement solides et la visibilité de la société est elle aussi très, très forte. De ce point de vue-là, nous pensons que nos fondamentaux font qu'il peut y avoir des acquéreurs en Inde, mais il peut y en avoir tout à fait, ailleurs. Il va de soi que, compte tenu du fait que nous avons des programmes dans la défense, par exemple, et que l'aéronautique étant de toute façon un secteur stratégique, Airbus, comme l'État français, aura de toute façon son mot à dire pour valider une éventuelle transaction. En tout état de cause, nous pensons que euh, beaucoup de gens peuvent s'intéresser à Figeac Aéro de par ses fondamentaux et que donc il importe relativement peu de savoir si l'acquéreur sera indien ou autre. En tout état de cause, les perspectives de croissance de nos marchés sont là et donc nous allons continuer à nous développer, quelle que soit l'identité d'un éventuel acquéreur. Merci beaucoup. Bon, je rappelle à nos participants, effectivement, on tâchera de répondre par écrit aux questions, voilà, qui sont restées, sans réponse. On les a bien notées. On vous répondra par écrit à l'issue de ce webinaire. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation qui était très claire, malgré le format, très très rapide en effet. Et puis on rappelle aux participants que le replay sera disponible dans quelques jours, en ligne. Oui, Voilà, si je peux ajouter effectivement que bien sûr. j'invite évidemment l'ensemble de nos participants aussi, vous pouvez également visiter notre site internet où vous trouverez l'ensemble de nos communications. N'hésitez pas non plus à vous abonner à nos listes de diffusion pour être tenu informé. Et moi, pour ma part, ainsi qu'avec les personnes de la direction des relations investisseurs de Figeac Aéro, nous nous tenons la plupart du temps à votre disposition pour répondre à vos questions par mail, ainsi qu'à l'occasion d'un certain nombre de webinaires un petit peu similaires à celui-ci. Donc voilà, à nouveau, on tenait à vous remercier de votre intérêt, de votre soutien lorsque vous êtes actionnaire. Et puis, on espère qu'on aura l'occasion d'échanger avec vous très bientôt. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Mathilde. Au revoir.